Mesdames, Messieurs, mon nom est Alexis Letendre. Et c'est en toute humilité que mon collègue et moi-même nous adressons aujourd'hui devant l'Assemblée des Nations Unies afin de représenter l'Association de libération du Venezuela. Ce n'est pas un mystère qu'en dépit des meilleures volontés de la communauté internationale, que la propagation des régimes autocratiques ne s'est pas endiguée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien au contraire. Ces dictatures sont de plus en plus coriaces et fonctionnent sous un semblant de démocratie hypocrite cachant leurs méfaits. Je me tiens donc devant cette Assemblée afin d'implorer la communauté internationale et l'ONU de prendre ses responsabilités et d'intervenir afin de destituer le dictateur actuel et de ramener ce qui manque depuis beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire un climat où l'on n'a pas peur de se faire agresser dans la rue par les forces de l'ordre censées nous représenter, où l'on n'a pas peur de manquer de nourriture du jour au lendemain, et où l'on n'a pas peur de se faire incarcérer en pratiquant notre liberté d'expression, bref, de ramener un pays où il fait bon vivre. Bonjour, je me nomme Plácido Rafael Gómez Mujica et je suis originaire du Venezuela. Mes parents m'ont parlé d'un temps où le peuple n'avait pas peur de marcher dans la rue. Un temps où ils marchaient avec la tête bien haute, fiers de pouvoir se définir comme vénézuéliens. Fiers d'appartenir à un pays où la liberté n'était pas qu'un rêve, d'appartenir à un pays si abondant et si généreux qu'il pouvait partager son abondance avec d'autres pays moins fortunés. Un pays où la milice et la police servaient les intérêts du peuple, et seulement les intérêts du peuple. Un pays où un sourire valait son pesant d'or. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Ce peuple si fier marche avec la tête baissée, courbé sous le poids d'un régime politique tyrannique. Aujourd'hui, la peur règne au Venezuela. Une peur inspirée et véhiculée par ceux qui étaient censés la protéger. En 2013, Nicolás Maduro, suivant les pas de Hugo Chávez, monte au pouvoir. Ce despote a réussi à détruire un pays si riche autrefois en seulement 7 ans. En seulement 7 ans, il a réussi à corrompre chaque parcelle de la société, que ce soit politique, médicale, éducationnelle. En seulement 7 ans, il a réussi à créer un gouffre infranchissable entre la population, tellement que tu ne peux plus avoir confiance en personne. Et pire que tout, en seulement 7 ans, il a réussi à briser chaque droit cité dans la Charte des droits et libertés humanitaires. Aujourd'hui, nous vous accusons de ne pas avoir respecté votre mandat. Le Venezuela a besoin d'aide, et il est grand temps que vous la lui fournissiez. On est donc en droit de se demander quel est le rôle de l'ONU. Eh bien, selon son mandat, l'ONU doit d'abord et avant tout fournir de l'aide humanitaire au peuple en ayant le plus besoin. Il doit proposer une aide économique aux pays en crise et il doit fournir une aide militaire aux peuples menacés de se faire envahir ou dont leurs libertés fondamentales se font bafouer. On se demande donc comment un régime autocratique comme celui qu'on retrouve au Venezuela puisse encore tenir alors qu'il bafoue autant de ses libertés fondamentales. Le gouvernement restreint l'accès à la nourriture et condamne ainsi des milliers de familles à succomber à la famine. Les citoyens, jugés dissidents, sont la plupart du temps emprisonnés ou même pire, et les victimes de violences gratuites et de viols par la police d'État se multiplient à vue d'œil. Comment ensuite justifier le fait de rester passif face à ces atrocités sans nom, alors que la raison d'être même de l'ONU est d'empêcher ces régimes totalitaires de voir de jour, et encore plus de survivre aussi longtemps? Comme l'exprime la citation d'Edmund Burke, reprise plus tard par John F. Kennedy, « Le triomphe du mal ne tient qu'à l'inaction des hommes justes. Rester passif nous rend autant coupables que ceux qui commettent ces actes ignobles. Et il est grand temps que la communauté internationale se réveille et décide de renverser ce despote. »
Comme premier argument en faveur d'une intervention militaire, je tiens à mentionner que dans le passé, la non-intervention du prédécesseur de l'ONU, la Ligue des Nations, a très certainement contribué à laisser la voie libre aux dictateurs de la Deuxième Guerre mondiale. En 1935, l'Italie déclare la guerre à l'Abyssinie afin d'accroître son empire colonial et use de gaz moutarde pour asphyxier les soldats adverses, les condamnant à une mort lente et douloureuse, pratique considérée comme un crime de guerre grave dans la Convention de Genève. Le gouvernement éthiopien avait maintes fois tenté de plaider sa cause au tribunal des Nations Unies afin de rallier les peuples internationaux contre l'agression injustifiée italienne. Cependant, les pays membres, comme la France et le Royaume-Uni, ont choisi qu'une alliance potentielle avec l'Italie était préférable et que si le prix de cette alliance était de laisser les Éthiopiens à eux-mêmes, alors tant pis. Bien sûr, non rassasié par cette conquête, l'Italie choisit plutôt de s'associer à l'Allemagne, contrairement à ce que les Alliés avaient prévu, et a donné ainsi à Hitler la confiance nécessaire pour amorcer la Deuxième Guerre mondiale, sachant qu'il avait un autre allié à ses côtés. Dans un article publié sur le site History Learning, il est même avancé que si la Ligue des Nations avait immédiatement sanctionné l'Italie, celle-ci n'aurait tout simplement pas eu la capacité militaire de finir son invasion et ainsi de rejoindre l'Allemagne par la suite, changeant la balance de pouvoir en Europe. Un autre flagrant exemple de passivité ayant eu des répercussions graves sur le monde est lors de la crise de la guerre civile au Rwanda, où l'humanité a une fois de plus été témoin d'un génocide, l'un des pires depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU a voté pour envoyer une force militaire en tant qu'observant pour déterminer de l'ampleur de la crise, et lorsque ces soldats de la paix ont été témoins de massacres et de crimes contre la race humaine, eh bien, leur statut d'observateur les empêchait d'agir. Le contingent militaire était présent seulement en tant que témoin passif de ce spectacle macabre, et nul doute que s'ils étaient intervenus de façon plus musclée, plusieurs vies auraient été sauvées sur le coup. Voyons d'ailleurs un témoignage du général Roméo Dallaire qui a été présent aux premières loges de ce fiasco de l'ONU. Il y a un nombre d'éléments qui auraient pu jouer pour fondamentalement éviter le génocide. C'est le fait que la communauté internationale et particulièrement les grandes puissances étaient bien au courant de ce qui se passait, mais ils n'ont pas passé cette information-là, premièrement aux Nations Unies et deuxièmement même nous sur le terrain. Vous étiez le commandant de cette mission qui comptait plus de 2000 hommes. Donc, malgré l'absence d'informations, vous aviez le droit d'intervenir. Vous auriez pu le faire. On était au courant qu'il y avait eu déjà des exactations, quelques exactations depuis 3 ans de guerre civile. Donc, j'avais créé des règles d'engagement qui me permettaient d'intervenir d'une façon proactive, offensive. Mais ces règles d'engagement n'ont jamais été approuvées par les Nations Unies. Et moi, j'ai eu le mandat qui dit qu'on est essentiellement un arbitre sans boîte de punition qui doit être là pour aider. Et donc, même si je l'avais dans mon règle d'engagement, je n'avais pas le droit de m'en servir. Et les pays qui m'ont fourni les troupes, eux autres, ne voulaient pas l'appliquer. Quand on le vit, c'est pas à rendre fou tout ce qu'on peut pas faire et ce qu'on voit qui est en train de se construire pour anéantir totalement une population? La complexité de savoir avec qui devrons-nous œuvrer pour amener une solution et comment le faire avec une communauté internationale qui est réticente à vouloir intervenir. À ce moment-là, on fait face à des dilemmes. Dilemmes éthiques, des dilemmes moraux et aussi des dilemmes légaux. Et le fait que je vous décris beaucoup avec une certaine clarté, c'est parce que il y a des jours où je me lève, le génocide du Rwanda a eu lieu un matin. Ouais. Ça ne part pas avec le temps. T'sais, même avec toutes les pilules que je prends puis la thérapie, ça reste numériquement clair, au ralenti. C'est pourquoi nous ne devons pas répéter les erreurs du passé en négligeant le Venezuela et en laissant ce régime dictatorial sévir plus longtemps. Maintenant, qu'en est-il du Venezuela? Ceux qui doutent que le régime en place brime autant les libertés humaines seront choqués d'apprendre que le gouvernement prive son propre peuple de nourriture.
Les citoyens doivent attendre dans des files d'attente interminables qui peuvent prendre des jours, voire des semaines, afin de recevoir leur ration de nourriture, et plusieurs finissent tout simplement par en mourir. Si je ne peux vous convaincre, je suis certain que les témoignages de citoyens vénézuéliens vivant dans cette réalité quotidienne sauront vous convaincre davantage qu'une intervention militaire est tout à fait nécessaire. Buenas tardes, soy venezolano, orgulloso de haber nacido en este bello país. Era un país en donde realmente las instituciones del Estado funcionaban de manera independiente entre sí. No estaban dominadas ni manejadas por un grupo o una sola persona. De repente, pues, con el fenómeno Chávez y en los últimos años Maduro, el país se vino abajo, entró en una regresión enorme. Nos quedamos atrás. En este momento estamos 20 años atrás respecto a todo el mundo. La industria se ha venido abajo, o la expropiaron, o las quebraron. La gente pasa trabajo. Se está muriendo mucha gente de hambre. Hay gente buscando comida en la basura. Selon Jean-François Meyer, co-directeur de l'équipe sur l'inclusion et la gouvernance en Amérique latine, en 2019, le taux d'inflation avait augmenté de 1,3 million de pourcents comparé à l'année précédente. En 2020, il prévoit que l'inflation arriverait à 10 millions de pourcents. Le salaire minimum est de seulement 400 000 bolivares, soit $1 canadien. Le prix de une farine, 1 kilo de farine, est de 606 722 bolivares, soit $2,50 canadiens. On peut se demander comment font-ils pour survivre quand ils ne sont même pas capables de s'acheter 1 kilo de farine par mois. On peut aussi se demander où va tout cet argent. Certainement pas dans la rénovation et la maintenance des infrastructures. Les équipements des centrales électriques sont tellement anciens qu'il y a des pannes d'électricité généralisées dans tout le pays. Cette situation est difficile pour tout le monde, mais il y a encore pire pour les médecins. Les hôpitaux ne peuvent même pas faire fonctionner leur équipement. Des gens meurent à cause de ça. Le manque de médecine, sans compter le manque de matériaux comme des gants, des pansements, des bandages, nous donne un taux de mort de 10 000 personnes par an à cause du manque de soins médicaux. Selon Osleidy Camero, docteur à Caracas, c'est une chirurgienne, la mort de bébés et de personnes aînées est devenue notre pain quotidien. Une crise déjà grave à laquelle s'ajoute une de plus, celle de la violence au pays. Las infraestructuras totalmente olvidadas, hospitales, vías terrestres, empresas marítimas, aviación, todo acabado. La salud, los médicos se han ido, no hay medicinas. El sueldo de la gente es irrisorio, no llega a los $4 mensuales. Aquí no hay libertad de expresión, aquí los cuerpos de seguridad persiguen a la gente, las encierran, las desaparecen solo por pensar diferente, matan con total impunidad, roban con total impunidad. Maintenant, parlons de la violence dans le pays. Le despote en chef, Nicolás Maduro, veut avoir le contrôle du pays, et pour cela, il ne recule devant rien. Chaque manifestation d'opposition au gouvernement est sévèrement réprimée. Le gouvernement donne des armes à des groupes civils appelés colectivos. La plupart du temps, ils sont formés de criminels. Ces groupes ont pour rôle de tuer, voler, kidnapper, torturer n'importe qui se plaint de la situation ou qui veut faire quelque chose contre elle. Voici quelques exemples d'actes violents contre les opposants aux directives de Maduro.
En 2015, lors d'une manifestation pacifique organisée par des étudiants universitaires, Kluivert Roa, un adolescent de seulement 14 ans, passe par la rue en voulant se rendre chez lui. Un policier qui est arrivé sur le lieu l'a tué de sang-froid. Les témoins disent que l'adolescent voulait juste rentrer chez lui. Il ne faisait même pas partie de la manifestation. Le policier est arrivé, il est descendu de sa moto. Et il l'a visé avec son arme. Le jeune s'est tout de suite agenouillé en suppliant pour sa vie. Peine perdue. Le policier lui a tiré une balle dans la tête. Les manifestants ont essayé de reprendre le corps de l'enfant pour l'amener à sa mère. Les policiers en avaient une autre idée dans la tête. Ils leur ont lancé du gaz lacrymogène. Ils les ont frappés avec des matraques. Quant au corps du jeune garçon, ils l'ont attaché à la moto. Ils l'ont utilisé comme exemple en le traînant dans toute la ville. La seule chose que sa mère a réussi à récupérer du corps furent les vêtements et quelques morceaux d'os. Une vidéo de ce fait atroce avait circulé sur le web pendant un certain temps. Mais dû à l'horreur des images, tous les réseaux sociaux les ont enlevés. Si cet exemple ne suffit pas à vous prouver la violence qui sévit dans le pays, il est temps qu'on parle de Oscar Pérez. Oscar Pérez est un héros vénézuélien. En 2017, ce militaire a commis l'ultime affront contre le président. Il a décidé de défendre le peuple et pas les intérêts du président. Le 27 juin 2017, il survole en hélicoptère le tribunal suprême du Venezuela. On pouvait voir accroché à son appareil une banderole qui disait « 350 libertad », des paroles qui peuvent se traduire par 350 libertés. Ces paroles font allusion à l'article 350 de la Constitution vénézuélienne, qui appelle les Vénézuéliens à désobéir si les libertés démocratiques sont menacées. Pour montrer à quel point il est sûr de lui, il envoie 3 grenades et quelques coups de feu sur le tribunal. Il précise par la suite qu'il n'a fait qu'endommager les structures comme le ministère de l'Intérieur et la Cour suprême, que tout cela était prévu. Il n'y a eu aucun dommage collatéral, parce que c'était ce qui était prévu. Il dit ensuite que lui, il n'est pas un assassin, contrairement à Maduro. En 2018, son groupe se fait repérer par l'armée et est immédiatement encerclé. Bien que Oscar Pérez décide de se rendre pour pouvoir laisser la vie sauve à ses soldats, le commandant ennemi n'en avait rien à faire. Ils se sont fait massacrer. Oscar Pérez a réussi à publier une vidéo des faits, un live, où il annonçait sa mort et où il demandait au peuple vénézuélien de se battre et de faire que sa mort ne soit pas en vain, parce que lui, il ne pourrait plus se battre pour le peuple. On recense le nombre de morts produits par la rébellion de Oscar Pérez à 0. Pourtant, il a été tué comme un terroriste. Il y a encore des dizaines de milliers d'exemples que je peux vous donner. Mais bien sûr, vous les savez déjà, n'est-ce pas? Après tout, en 2019, Madame Michelle Bachelet, haut commissionnaire des droits de la personne, est allée au Venezuela et a fait un rapport sur la situation. Dans son propre rapport, elle dit qu'en 2018, 5287 assassinats commis par les forces de l'ordre ont été recensés. Je dis bien recensés. Elle n'a certainement pas vu le reste. Quelques mois après, on peut rajouter 1569 à ce nombre. On peut aussi compter 793 innocents incarcérés dans des situations de vie misérables, jusqu'à 20 personnes dans une cellule minuscule, sans toilette.
Elle affirme aussi dans son rapport que le bureau du procureur général a régulièrement manqué à son obligation d'enquêter et de poursuivre les auteurs de ces crimes. Et le médiateur n'a pas réagi face aux violations des droits de l'homme. Pourtant, sa solution est que le gouvernement doit faire quelque chose. Ce n'est pas logique. Aujourd'hui, en 2020, la situation est pire que jamais. On recense plus de 2,3 millions de Vénézuéliens qui ont émigré pour fuir la dure situation. La solution est évidente. Le Venezuela a besoin d'être libéré. Si le tyran au pouvoir ne veut pas abdiquer, le rôle de l'ONU est d'envoyer l'aide militaire. Ceci est un cri du cœur de la part de la population vénézuélienne. Vous avouez vous-même que le Venezuela est en crise. Vous avouez vous-même que vous avez failli à votre mandat. Eh bien, il est grand temps d'agir en conséquence et de réparer vos erreurs. Il est temps que vous aidiez le peuple vénézuélien. Le peuple a besoin d'espoir. Nous vous implorons, encore une fois, d'envoyer de l'aide militaire au pays. Merci. Merci.